Le terme de dérèglement climatique martèle notre quotidien depuis plusieurs années. Cependant, ce dernier reste vaste, car souvent flou ou appliqué à l'échelle mondiale. Omniprésent, nous pensons le connaître, tout en restant à l'écart, car fondamentalement, rien ne semble changer pour moi. L'année 2024 a donc été la plus chaude jamais enregistrée. Tant qu'on émet des gaz à effet de serre, tant qu'on n'a pas atteint la neutralité carbone, le zéro émission nette, eh bien on va continuer à battre record sur record. Aujourd'hui, nous vous proposons avec nos intervenants d'étudier le dérèglement climatique et ses impacts, mais cette fois-ci à l'échelle d'une ville, en l'occurrence Marseille. Un premier point à ne pas négliger, c'est la différence entre réchauffement climatique et dérèglement climatique. Effectivement, le phénomène face auquel nous sommes confrontés est un dérèglement général de la planète et pas seulement un réchauffement. Alors vous me direz, il y a toujours eu des dérèglements climatiques au cours des périodes de l'histoire de la Terre. Oui, il y a effectivement eu des périodes d'ère glaciaire ou d'autres périodes plus chaudes et des changements de température pouvaient s'effectuer au fil des années, mais jamais aussi rapidement. Entrevoyons aujourd'hui ensemble les impacts de ce dérèglement climatique. Pour cela, nous vous proposons différentes interventions qui retracent toutes, au sein de leur profession, les impacts de ce dérèglement climatique. Voilà. Mais donc, Cécile Berjou, chargée de mission pour Air Climat qui est l'association qui porte le GREC Sud, donc le groupe des experts régionaux sur le changement climatique. Ce groupe, c'est un réseau de 300-400 chercheurs qui travaillent sur la région PACA et en lien avec le changement climatique. Et l'association Air Climat, elle a pour mission principale de transférer la connaissance scientifique. Il y aura déjà une évidence, c'est que les températures atmosphériques à l'échelle planétaire se réchauffent. En région, ça s'est réchauffé particulièrement vite, plus 1,8 degrés depuis 1960. Donc c'est assez conséquent et assez rapide. Et ça a des répercussions dans les villes. Le réchauffement, il est là depuis l'ère pré-industrielle, donc environ 1900, mais il s'accélère depuis les années 60-70. Effectivement, la température ne cesse d'augmenter, mais d'une manière singulière, jamais survenue auparavant. Revoyons brièvement le phénomène général à l'origine de ce réchauffement. Qui émettent un rayonnement thermique infrarouge vers l'espace qui a un effet de serre naturel. Les flux entrants et sortants s'équilibrent et on a une température relativement stable. Les grandes variations de passé du climat, ce sont des perturbations naturelles liées au vieillissement du Soleil, liées à la position des plaques tectoniques, liées à la position de la Terre autour du Soleil, le moteur des grandes glaciations, ou bien liées aux variations naturelles de la teneur en gaz à effet de serre, notamment liées à long terme à la tectonique des plaques. Et puis le système climatique dans le passé y a réagi comme aujourd'hui. Donc un climat où on ajoute des gaz à effet de serre, c'est un climat où en fait on piège une partie du rayonnement infrarouge qui graduellement, avec le profil de température dans l'atmosphère, n'est réémis qu'en quantité plus faible vers l'espace, avec une partie qui revient vers la surface. Et puis à cela, il y a un ensemble de mécanismes amplificateurs qui vont toucher au profil de température dans l'atmosphère, le fait qu'une atmosphère plus chaude va contenir plus de vapeur d'eau, l'effet de serre de la vapeur d'eau, un effet net amplificateur des nuages, le fait que quand on perd les surfaces miroirs enneigées et englacées, on va absorber davantage de rayonnement solaire, ce qui amplifie le réchauffement. Ça répercute de manière assez diverse. Donc déjà, la température atmosphérique en ville, elle est déjà plus chaude. Intensification en fréquence et en durée des phénomènes extrêmes climatiques. C'est les vagues de chaleur qui sont déjà assez présentes, surtout en été à Marseille. Ça pourrait vraiment beaucoup s'accentuer. D'ici la fin du siècle, on pourra avoir plus de 70 jours de vagues de chaleur consécutives. En plus, donc plus de 2 mois d'été ajoutés. Ça dépend évidemment des scénarios. Et on va juste faire un petit rappel sur les scénarios quand même climatiques qui s'appellent les RCP, Representative Concentration Pathway. Actuellement, nous, on parle beaucoup à l'horizon 2050 avec le scénario RCP 8.5 qui est le plus pessimiste. On dit le scénario du pire. Les températures observées sont plus hautes que les projections du scénario du pire. Donc c'est pour ça qu'en 2050, on se permet de parler plus tôt avec le RCP 8.5. Si on ne met rien en place en termes de politique d'atténuation. À 2050, les températures vont augmenter parce qu'il y a une inertie qui fait que même 20 ans après qu'on n'arrête pas un réchauffement comme ça. Et tout dépend en fait des politiques publiques qu'on va mettre en place ou pas. Ainsi,
Une première conséquence directe du dérèglement est l'accentuation des phénomènes climatiques. Penchons-nous sur l'exemple du vent, grâce aux explications de Stéphane Le Dauphin. Donc je suis Stéphane, je suis un plaisancier depuis longue date on va dire, et je navigue en Bretagne et en Méditerranée. À la voile, oui, je navigue à la voile, tout à fait. Bah oui, là on commence à s'apercevoir en Méditerranée, puisqu'en fait c'est une mer fermée, avant 2 ans en tout cas, où on a constaté sérieusement des phénomènes météo très violents, qui sont produits par le passé, mais pas une fréquence telle qu'on peut commencer à la rencontrer aujourd'hui, de type médicane, etc., qui sont dus essentiellement aux élévations de température de la Méditerranée et qui vont provoquer de l'instabilité dans les systèmes météo méditerranéens. Les exemples qu'on peut citer, c'est il y a 2 ans en Corse, où on a eu un phénomène météo très violent, où il y a dû y avoir à peu près 80 bateaux à la côte, par exemple, en août. Et c'est un été où on avait quand même trouvé en Méditerranée des événements météo très brefs, mais très violents, et comme on a pu retrouver cet été aux Baléares. Donc c'est des événements sur lesquels on risque d'être confronté de plus en plus souvent, très brefs, très soudains, et couverts des zones géographiques très petites. Donc ce qui peut rendre leur détection plus difficile aussi. On a par exemple beaucoup plus de vents de régime d'ouest-sud-ouest depuis 3-4 ans. Donc du coup ça va lever une mer qui va être différente, parce que le Mistral est quand même un vent de terre, avec des vagues plus grandes, etc. Potentiellement on peut penser que des zones qui servaient, ou des ports, ou des calanques qui servaient d'abri, dans certaines conditions météo, elles ne le seront plus. C'est quand même assez nouveau aussi qu'il y ait des alertes, et ça veut dire c'est un risque qui est apparu récemment aussi. Du ressenti quotidien, il peut y avoir des biais aussi, je suis plus attentif maintenant. La chaleur dans les villes peut créer un phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc les îlots de chaleur urbains, c'est un principe qui fait que quand la ville se réchauffe en journée, la densité des bâtiments, le placement des bâtiments, l'absence de vent, plus les matériaux en eux-mêmes, en fait, captent la chaleur. Et la problématique, c'est qu'il la restitue la nuit, qui fait que la température, elle retombe jamais vraiment. Je crois que c'est en 2017, c'est une agence d'urbanisme qui a mesuré un écart de 15 degrés entre, là on parle de température de surface, donc entre un sol en centre-ville de Marseille et le parc du Pharo par exemple, 15 degrés. Ça prend en compte le fait qu'il y ait l'air de la mer notamment, mais il y a plein de manières d'atténuer la chaleur en ville. Le plus évident, c'est d'enlever du béton, qui stocke énormément de chaleur, et en redonnant beaucoup d'espace au végétal. Que ce soit juste déjà du sol nu, ou encore mieux s'il y a de l'air, du gazon, les arbres, en plus de purifier l'air, de capter le CO2 et les polluants et les particules, etc. Ils ont déjà une capacité plus ou moins forte à faire de l'ombre, et aussi à restituer de l'eau dans l'atmosphère. Mais il y a aussi l'aspect précipitation qui joue beaucoup. Il va y avoir 2 facteurs de modification des précipitations. D'un côté, les précipitations extrêmes s'intensifient. C'est déjà le cas, on l'a observé et mesuré. Ils s'intensifient en durée et en intensité et en fréquence. Donc en fait, des pluies très violentes sur des sols urbanisés et en ville, ça crée des inondations. L'Uvonne est un bon exemple parce qu'il y a souvent des crues et des inondations. En effet, à Marseille, on n'est pas préparé à ça du tout. Ici, Cécile Bergeau souligne un aspect majeur, la gestion de l'eau. Cette problématique se retrouve alors en ville, mais également en dehors de ces dernières, dans le domaine agricole par exemple. Bonjour, je suis Vianney Benoît, je suis vigneron au Château Canadel, en appellation Bandol. Donc Bandol, on est entre Marseille et Toulon, et je cultive 15 hectares de vignes en agriculture biologique sur une colline qui est tout en terrasse, tout en restanque, comme on dit ici, depuis 15 ans. Et on a construit une cave ici il y a 10 ans, et en construisant notre cave, on a découvert des vestiges romains, des vestiges archéologiques, avec notamment une présence de cuves à vin et de cuves à huile, attestant qu'il y a 2000 ans, il y avait déjà de la vigne ici, sur notre vignoble. Et les restants datent de l'époque romaine, donc de toute façon, il fallait capter la pluie au moment où elle tombait, et il fallait pas qu'elle ruisselle, d'où la culture en restant en fait. Donc le sujet de la pluie, c'est de conserver l'eau, c'est hyper important. Et après nous, il peut faire chaud, mais si en fait c'est vraiment la pluie qui fait la différence. D'accord. Et après les températures extrêmes, donc pour nous la Méditerranée c'est un climatiseur en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça tempère ça vient tempérer les excès de chaleur. Quelqu'un qui est vigneron à Aix, lui il va prendre des coups de canicule.
c'est 4-5 degrés de plus, mais voilà, on subit la sécheresse. En 2007, quand on a commencé à vendanger ici, on a commencé les vendanges le 5 septembre, et petit à petit, en fait, les vendanges sont de plus en plus précoces. Cette année, on a commencé très tôt, on a commencé le 17 août. En fait, ça veut dire que les vignes sont mûres de plus en plus tôt. Ça se constate aussi dans les relevés de température, où on a pris, en 10 ans, on a pris 1 degré de température moyenne en plus. Effectivement, on essaie d'ajuster, il ne faut pas ajuster, il ne faut pas donner des grands coups de barre à gauche et des grands coups de barre à droite selon. Enfin, nous, on a vraiment besoin de travailler sur le temps long parce qu'on cultive des vignes. Quand on plante une vigne, on la plante pour 80 ans, on va dire. La pluviométrie qui est un énorme sujet, presque encore plus que les températures. Donc là, on a des pluviomètres aussi. Ce qu'on dégage, c'est ce que d'ailleurs, ce qui avait été prévu. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais étudiant, on nous avait dit réchauffement, on ne sait pas trop, mais violence du climat, notamment dans toute la partie méditerranéenne. Nous, on va vers des climats plus violents. Et effectivement, quand il pleut plus fort. Alors, pas forcément adapter les cépages, parce que les cépages, ils sont ancrés dans un cahier des charges qui est très très long à changer. Ce qui est fou, c'est que l'administration, donc le changement du cahier des charges, est plus lent que le changement climatique. Enfin, c'en est dingue. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, il y a des cépages qu'on n'a pas le droit de planter parce que c'est pas encore dans le cahier des charges. Donc l'administration est plus longue que le changement climatique. Mais du coup, en fait, nous, ce qu'il faut faire donc, par rapport aux soucis d'eau qu'on a dans le sol, c'est surtout prendre l'eau et la garder au moment où elle tombe. Mais on peut garder l'eau dans les vignes, dans nos restanques, et notamment en augmentant, on va dire, la taille de l'éponge. Et l'éponge, c'est la matière organique. Enfin, le sol, en fait, c'est de l'argile. Enfin, il n'y a pas que de l'argile, mais nous, nos sols sont argileux. Et en plus de ça, il faut augmenter le taux de matière organique du sol. D'accord. Et en fait, donc, si le sol est nu, ça va évaporer plus vite. Et si le sol est couvert d'un paillage, et ben, il va garder, en fait, non seulement il y aura plus de matière organique, donc il va garder plus l'eau et le sol va moins s'évaporer. Ce qu'il faut, c'est changer nos méthodes de culture, tout en après jonglant entre est-ce que je rajoute beaucoup d'herbe dans mes vignes justement pour éviter cette évaporation, ou est-ce que l'herbe va me faire de la concurrence. Oui, ça marche, que les cultures en symbiose, c'est génial, que les cultures en permaculture, c'est l'idéal. Et idéaliste, c'est beau, à l'échelle d'un jardin, ça marche, à l'échelle du luxe comme le vin, ça peut marcher. Et à l'échelle de la baguette, enfin voilà, si tu veux faire du blé, les cahiers des charges, faut s'en méfier aussi, je trouve un petit peu, parce que, enfin moi je connais les cahiers des charges bio, si je pousse les limites jusqu'au bout, je suis bio-marketing, quoi. Donc, En fait, dans l'aménagement du territoire, il faut réfléchir à redonner sa place au cycle de l'eau, donc permettre l'infiltration de l'eau dans les sols, limiter le ruissellement pluvial, c'est absolument crucial. Il y a une sorte de décalage saisonnier des précipitations et en fait il pleut globalement encore une fois moins en été et un peu moins aussi en hiver et un peu plus en automne avec cette intensification des pluies. Et donc en fait en été on va être sur des épisodes de sécheresse de plus en plus importants, de plus en plus récurrents et fréquents. Et aussi la problématique de retrait-gonflement des argiles. Ça fonctionne comme une éponge, les sols argileux, et donc si on associe des importantes sécheresses avec des pluies très importantes aussi, le sol qui se rétracte et qui se redétend en fait fait bouger les infrastructures sur le sol. Et ensuite, il y a d'autres problématiques de la pollution atmosphérique. En été majeur, c'est l'ozone. Un polluant atmosphérique, l'association entre des émissions végétales qu'on appelle les COV, composés organiques volatiles, et des dioxydes d'azote. Si on combine et qu'on associe encore un rayon lumineux et de la chaleur, alors on crée de l'ozone. Et en fait, on parle beaucoup à Marseille en particulier des pics d'ozone. Et je parle de l'ozone parce qu'elle est dangereuse pour la santé humaine. C'est un sujet très intéressant parce qu'il est complexe. En fait, les COV, donc, qui sont un des précurseurs de l'ozone, en fait, c'est émis par la végétation. Et il y a des arbres qu'on plante alors qu'ils émettent énormément de COV. Et donc, si on plante ce type d'arbre en associant ça à des milieux très urbanisés, donc avec beaucoup de voitures, alors là, on maximise étonnamment la formation d'ozone. Le message très très fort, c'est on plante des arbres et c'est bien, mais il faut vraiment sélectionner avec prudence les espèces. Et c'est pas parce que la parole scientifique est portée qu'elle sera entendue. Et il y a aussi l'arrivée de vecteurs pathogènes, c'est ça. Donc, arrivée des moustiques tigres,
Et des tiques aussi qui portent notamment la fièvre de Crimée-Congo. C'est la dengue, Ostreopsis ovata. C'est une micro-algue qui est importée par une algue qui est urticante, qui pose des problématiques de respiration, etc. Ce n'est donc pas uniquement le climat qui est impacté par ce dérèglement, mais aussi l'homme dans ses activités quotidiennes. Prenons alors l'exemple de l'adaptation de la pratique sportive face au réchauffement. Je m'appelle Lucie, j'habite à Marseille depuis 4 ans et je pratique du trail et de l'apnée en piscine et en mer. C'est vrai qu'en été, il peut faire très très chaud, ce qui fait qu'on peut aller aussi moins dans les calanques, moins s'entraîner. Ou sinon, il faut vraiment se lever super tôt. Et donc je pense qu'en tout cas, nous, avec notre club de trail, l'été, on ne va jamais s'entraîner dans les calanques qui sont réservables, mais on va essayer de trouver d'autres spots où c'est pas à réserver et on s'entraîne différemment ou le soir tard. J'ai commencé l'apnée en 2021 avec des entraînements en piscine toutes les semaines. Il y a des sorties mer également toutes les semaines, toute l'année. Mais le constat, c'est quand on va en mer que l'eau est plus souvent chaude, voire très très chaude. À 2 ans, on a beaucoup parlé, été 2022, des records de température de la mer. L'eau de la mer, elle se réchauffe et elle s'acidifie. Maintenant, ce qu'on appelle des phénomènes de canicule sous-marine qui ont tendance à anéantir certaines cortèges d'espèces, notamment les coralligènes. Vers à peu près 15 mètres de profondeur, il y a eu énormément de gorgones qui ont été retrouvées mortes. Donc normalement, elles sont rouges et là, elles étaient retrouvées toutes blanches, sachant que les gorgones, c'est du corail. Et avec le réchauffement climatique, ça veut dire acidification des océans. Et il y a aussi beaucoup de méduses. On l'avait vu avec le défi Monte Cristo, où, je crois que c'était il y a 2 ans aussi. Il y a eu les gros bancs de méduses et il y a des nageurs et nageuses qui ont dû être sortis en bateau. Faire plus attention, se dire que quand on plonge en profondeur, on peut ressortir avec une méduse sur le visage. Ou être obligé même de mettre des gants quand on plonge pour pas se faire piquer, parce qu'on a la chance quand même d'avoir une combinaison. Ainsi, la pratique sportive doit se réinventer. Passons désormais à un sujet clé, connu de tous, mais dont l'origine est souvent mal interprétée. La montée du niveau des eaux. Françoise Saint-Georges, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et où nous sommes? Bonjour, alors je suis la secrétaire des Amis du Marais Grave, qui est une association qui gère la promotion et la connaissance du Marais Grave. Et nous sommes ici, exactement, au pied du Marais Grave. Merci beaucoup. Nous allons donc ici aborder la problématique de la montée des eaux, ainsi que les changements sous la mer dus au dérèglement climatique. C'est à partir de ce tunnel que les mesures sont faites par le Marais Grave, parce que le bâtiment et l'appareil s'appellent Marais Grave tous les deux. Le Marais Grave étant au départ destiné à positionner le niveau 0 du nivellement de la France. Ces enregistrements qui existent depuis plus de 140 ans. Vous avez ici un Marais Grave de l'année 1913. Ces variations de niveau de l'eau sont enregistrées depuis presque 140 ans et qui est assez inquiétante puisque vous voyez qu'on est sur des courbes ascendantes. Vous avez ici les mesures depuis l'origine jusqu'en 2020 et nous avions au début une élévation de 1,23 mm par an et actuellement nous sommes à plus de 3 mm. Et ici vous avez les mesures sur les 40 dernières années qui sont très préoccupantes puisque nous arrivons sur notamment les 10 dernières années à plus de 4 mm, voire 5 mm d'élévation du niveau de la mer par an. Donc dû donc effectivement au réchauffement climatique global qui fait que la masse d'eau au niveau de la mer s'élève, les phénomènes de fonte des glaces étant, on va dire, ponctuellement négligeables par rapport à ce phénomène de réchauffement de la masse de l'eau. Le niveau de la mer s'est élevé d'environ 20 cm depuis le début des mesures. Les conséquences sont aussi des problématiques d'évacuation de réseaux d'eau pluviale dans la ville. Et le réchauffement globalement a des conséquences sur la biologie marine. Je suis plongeuse et j'ai constaté avec le réchauffement consécutif de 6 semaines à plus de 26 degrés de l'eau de mer il y a 3 ans, un blanchiment de nos coraux méditerranéens qu'on appelle les gorgones, qui étaient vraiment la perle rare de Marseille et qui ont quasi disparu en un été et qui mettront plusieurs dizaines d'années à revivre à condition qu'on ne connaisse pas de nouveaux épisodes de chaleur aussi importants dans les années à venir. Et donc évidemment, la montée de la mer, ça a des répercussions multiples. Déjà, ça met en danger les infrastructures les plus proches du littoral, les habitations,
les entreprises, les usines, etc. maximisent l'érosion des plages. En fait, ça va être hypersensible à partir du delta du Rhône, le delta du Rhône qui est ici. Toute la partie ouest, quand on va aller vers les Pyrénées, en fait, la côte est quand même très basse et donc en fait très sensible à ces submersions. Mais dans les tantôt, ils se sont aperçus, donc il y a des résurgences, donc qui étaient plutôt eau douce vers l'extérieur. Et comme la nappe phréatique baisse, le sens de la résurgence s'inverse et donc du coup, ça fait rentrer l'eau salée de l'eau saumâtre dans la nappe phréatique. Et cette nappe phréatique, elle est pompée pour alimenter les populations locales en eau potable ou les cultures. Donc en fait, la moindre variation du niveau de l'eau à la hausse va provoquer des problèmes d'érosion et qu'on n'a pas forcément anticipé à l'échelle de 3 générations, ou de 2 ou 3 générations. C'est-à-dire qu'il y a eu une urbanisation galopante sur le littoral et on s'est installé là parce que c'était joli. Donc là, on a le double phénomène, baisse de la nappe phréatique et augmentation potentielle du niveau de la mer. Ces témoignages nous permettent de commencer à bien comprendre le lien entre océan et climat. Passons alors à l'explication scientifique. Donc moi je m'appelle Tosca Ballerini, je suis biologiste marin et journaliste scientifique. Donc tu m'avais demandé de parler de océan et climat. En fait, océan et climat sont strictement liés. C'est comme 2 faces de la même médaille. L'océan est super important pour la régulation du climat global. Et en fait, dans les dernières années, il a fonctionné en sorte de tampon pour la crise climatique. Il a en fait absorbé environ 90% de la chaleur en excès que nous avons émis et 25% du dioxyde de carbone que nous avons émis dans l'atmosphère. Mais en fait, cette chaleur et cette dioxyde de carbone, ils ne sont pas disparus. L'océan s'est réchauffé et le réchauffement de l'eau de mer a provoqué donc la fonte des glaces sur Terre et en mer, avec ensuite le niveau de la mer qui a augmenté, a déterminé aussi des changements dans les courants, dans les vents et dans les conditions météorologiques à niveau global. Il y a eu aussi des changements dans les schémas d'émigration des poissons, d'autres espèces marines, donc des impacts assez importants. Effectivement, la biodiversité marine est très touchée par ces variations rapides. Personne n'en parlerait mieux qu'un pêcheur. Laissons donc Ashraf, pêcheur marseillais, témoigner des différences qu'il a pu observer au cours de ces 15 dernières années. Effectivement, en 5 ans, on voit une réelle différence. Ouais. On a aperçu de nouveaux types de poissons, notamment des poissons tropicaux, entre guillemets, ouais. Des poissons qu'on n'est pas censé trouver à Marseille. Oui, tout à fait. Là, par exemple, on est au mois de décembre, c'est censé être la saison de la sole, par exemple, à Marseille. Ben, il n'y en a pas. Figure-toi qu'elle n'est pas encore rentrée. L'eau, elle est encore trop chaude. Là, normalement, on est en pleine de la saison et quand on va pour pêcher donc sur 2 km de filet, on peut faire 1 voire 4 sols maximum. On a entendu parler du liga. Qu'est-ce que c'est? Le liga, nous à Marseille, on appelle ça la carnasse. Cette fameuse carnasse, normalement, elle est censée apparaître durant la saison du printemps, c'est-à-dire à l'arrivée avec la chaleur. Normalement, du printemps, on va dire de mai à juin. D'accord? Maintenant, on a pratiquement de avril, voire jusqu'à septembre. Cette carnasse, elle vient dans les filets, c'est ça? C'est une boue donc, qui est visqueuse, naturelle. Donc sûr, c'est dû à la montée en température des eaux. Et cette boue s'accroche au filet et elle alourdit le filet et le filet il coule au fond. Donc du coup, le filet n'est plus en pêche, on pêche plus. Après, au niveau là, on est censé être la période du merlan. Oui. Donc le merlan, c'est ma spécialité. Aujourd'hui, j'en ai fait 5 merlans. 5 merlans, j'ai tiré 4 km de filet. Je peux vous dire en tant que pêcheur que le changement climatique a un impact énorme sur la pêche et sur la nage du poisson. Okay. Pourquoi j'ai choisi le merlan? Parce que justement c'est toute l'année qu'on pêche le merlan. Et là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas et ça va faire honnêtement que je me suis rendu compte, ça va faire 1 an. Donc entre l'année dernière et aujourd'hui, l'année dernière à peu près à cette période-là, on faisait 80 kg, 100 kg, d'accord, de merlan. Et là aujourd'hui, on réduit à 2 bacs. 2 bacs, ça doit faire, on va dire, 12 kg. Quand il y avait la saison de la dorade, et pareil, en retard, très en retard, limite 1 mois de retard. La petite dorade, elle a frayé un mois en retard. On l'a attendu, il y a un petit passage. Pour te dire que pour un pêcheur, ça devient de plus en plus compliqué. Quand tu vois les pêches de nos aïeux, de nos parents, et les pêches d'aujourd'hui, c'est complètement ridicule. Pour avoir un ordre d'idée, à l'époque, ils mettaient 500 mètres, 1 km de filet. Aujourd'hui, comme je te disais, il faut 3 km, 3 km 5, voire il y a des pêcheurs qui mettent jusqu'à 10 km de filet. 100 pièces.
Donc aujourd'hui, déjà, les saisons de pêche, elles sont décalées et en plus, on pêche moins sur une même surface. Sur la même surface, donc du coup, automatiquement, tu dois ajouter des engins de pêche. Bonjour, Christian Kier, ça fait 14 ans que je viens sur le port. Je suis cuisinier. Et du coup, je vois l'évolution de la pêche et des espèces sur les étals. Donc vous voyez les espèces qui fluctuent en fonction... qui arrivent, qui disparaissent. Des nouvelles espèces, mais aussi des espèces qui sont un peu traditionnelles comme la galinette, qu'on appelle rouget grondin, complètement disparaître des étals. Les sardines diminuées en taille et en population. Puis après aussi, moins en moins de pêcheurs, du coup aussi. Du coup, il y a différents types d'impacts. Les poissons, ça bouge quoi. Ça bouge beaucoup. Mais c'est quelque chose de complètement informel où en fait en venant tous les jours on réalise des choses quoi. Parce que la mer elle est beaucoup plus sensible au changement climatique parce que tout part un peu des planctons et donc les planctons c'est pas seulement des micro-organismes, c'est aussi tous les êtres qui sont portés par les courants d'eau froide, d'eau chaude. Les poissons dépendent de ça et donc suivent les chaînes de plancton. Ce qui est intéressant c'est que les pêcheurs ici, on appelle ça la pêche au petit métier, du coup ils s'adaptent selon les saisons, selon les endroits où ils pêchent, ils ont une pêche sélective. L'océan a aussi absorbé le dioxyde de carbone et ceci a déterminé des changements dans la chimie de l'eau de mer, qu'elle est devenue plus acide. Cela a des impacts négatifs pour les organismes calcifiants. C'est des mollusques, des crustacés, les coraux qui n'arrivent plus à construire leur corps, qui est construit aussi avec de la calcite. Et il faut aussi penser qu'il y a beaucoup d'autres impacts sur les océans. On pense à la surpêche, on pense à la pollution, donc la pollution plastique avec de milliers d'additifs chimiques toxiques qui sont associés, et aussi la destruction physique des habitats naturels. Tosca Ballerini nous rappelle ici un point majeur de la condition de l'océan, qui n'est autre que sa pollution massive et incessante. Ce n'est pas le sujet direct de ce documentaire, mais il semblait évidemment important de l'évoquer. Il y a aussi pas mal de déchets en mer. Donc nous, avec le club d'apnée, parfois on part faire des récoltes de déchets. Donc il y a des équipes qui sont terrestres. Il y a aussi des équipes aquatiques qui partent au fond et qui peuvent sortir parfois des hélices de bateaux, donc des morceaux de bateaux, mais aussi des filets, des restes d'apéro, même des jouets. Les filets, on en ramasse énormément. C'est sans fin. Les bouteilles en plastique ou les sachets en plastique, on a rempli, on doit faire 2-3 kilos par jour. C'est énorme. Ouais, il y en a encore là-bas. Oui, c'est impressionnant. Par jour, c'est impressionnant le nombre de plastique qu'on a. Okay. Ainsi, nous venons de voir les impacts du dérèglement climatique à l'échelle d'une ville. Aujourd'hui, chacun d'entre nous est concerné et possède, à échelle plus ou moins grande, des leviers d'action face à cette problématique. Actuellement, dans les années de la dénommée décennie critique, il semblerait intéressant d'œuvrer collectivement et durablement. Finissons désormais avec des pistes et propositions d'action en faveur d'un ralentissement des émissions et du réchauffement. Donc la condition de l'océan est grave. On peut faire quelque chose? Oui, on peut. Donc par exemple, les aires marines protégées, c'est une des mesures les plus efficaces pour préserver l'océan. Et je voulais te parler du fait que en juin, il y aura la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Et là, des mesures importantes pourraient être prises pour la conservation de l'océan. Un mouvement de la société civile qui s'appelle Let's Be Nice to the Ocean, cela veut dire soyons gentils avec l'océan, va faire la proposition d'appliquer les principes de protection. Qu'est-ce que c'est? Pour parler de ça, il faut faire un pas en arrière. En 1992, dans le cadre de la déclaration de Rio, les États ont approuvé les principes de précaution. C'est en cas de menace grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour reporter des mesures visant à prévenir la dégradation de l'environnement. À la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, le mouvement Let's Be Nice to the Ocean va présenter et promouvoir les principes de protection. Ce principe dit que la protection devait être la norme. Cela veut dire que, par définition, toutes les zones qui ne sont pas définies comme exploitables seraient protégées. Ceci, c'est important parce que on parle du renversement de la charge de la preuve. Cela veut dire que ça serait
aux industries extractives de devoir démontrer que leurs activités ne sont pas nocives pour l'environnement, plutôt que pour les conservateurs de l'océan de mendier une protection de l'océan. En tant que citoyen, on peut adhérer à des associations pour la protection de l'environnement pour faire sentir nous aussi notre voix en faveur de la protection de l'océan. Et je fais partie d'une association qui s'appelle les Climato-Sportifs et notre but c'est de sensibiliser les sportifs, pas forcément de haut niveau, donc de tous les niveaux, à la pratique du sport liée aussi au réchauffement climatique. Les déplacements pour aller sur les compétitions ou aussi la manière de se nourrir et de s'entraîner. En fait, il y a une charte qui a été mise en place qui indique aussi qu'est-ce qu'on respecte dans notre pratique et ça peut être exactement les lieux de compétition, comment est-ce qu'on s'équipe, avec quel matériel, comment on choisit même ses sponsors. Parce que ça a un gros impact, en fait, il y a quand même des gros sportifs qui sont parfois sponsorisés par des personnes, enfin des entreprises pas respectueuses de l'environnement. En fait, c'est du bon sens, quoi. C'est acheter local de saison, enfin au moins français, encore mieux local et toujours de saison, quoi. Donc déjà, si on commence par ça, on va déjà faire pas mal de choses. Il y a des AMAP, ça peut être vachement bien. Enfin, en gros, c'est un groupement de petits paysans qui se mettent aussi en association avec un groupement de consommateurs. Oui. Et chaque semaine, les paysans viennent mettre en vente leurs produits. Les membres de l'association tiennent le marché en fait chaque semaine. C'est assez vertueux en fait, donc c'est direct du consommateur vers l'agriculteur sans passer par des intermédiaires. Enfin, revoir ses moyens de mobilité en les adaptant à ses réels besoins établirait une vraie différence dans les émissions de gaz à effet de serre. On peut que ralentir la courbe, mais probablement pas l'inverser.